Bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, je suis Vincent Marquet, je suis expert recherche et prospective au sein de l'Agence de l'eau et j'anime notamment le conseil scientifique du comité de bassin. Ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est quelques éléments relatifs à l'évolution, à la prospective sur la ressource en eau telle qu'on la retrouve dans notre plan d'adaptation. Alors, notre plan d'adaptation, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un plan d'adaptation qui a été réalisé plus haut. Oui. Qui a été réalisé en 2018 et qui comprend en gros 3 volets. Il y a un diagnostic, tel qu'on a pu l'entendre ici et que je vais reprendre un peu dans la présentation. Également la définition d'objectifs, c'est-à-dire si on souhaite s'adapter, vers quoi on doit aller. Et en plus, qui identifie 118 mesures, exactement 118 mesures d'adaptation, donc 118 solutions potentielles pour répondre aux objectifs et pour s'adapter. Donc, qui sont des solutions fondées sur la nature, mais également des aménagements, des éléments de gouvernance, de sobriété, de transformation des usages. Ce plan d'adaptation, il est intégré dans le SDAGE, donc dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, donc ce qui lui donne une portée réglementaire et politique. C'est important, c'est du coup pas un plan qui reste lettre morte, il a vocation vraiment à être appliqué, et il est déjà en bonne partie mis en œuvre avec déjà 110 mesures qui sont déjà mises en œuvre, et on constate déjà que 72% des aides de l'agence contribuent à cette stratégie d'adaptation. Donc il y a quand même quelque chose qui est fortement enclenché. Et il a été mis à jour en 2023 avec notamment des nouvelles connaissances scientifiques. Il y avait une volonté du comité de bassin qu'on prenne en compte les derniers résultats du 6e rapport du GIEC, notamment sur le rapport dédié à l'adaptation. Donc je vais vous faire aussi une petite présentation de ces éléments-là. Alors voilà tout de suite un peu là les éléments qu'on a particulièrement retenus du second rapport du GIEC, donc qui est vraiment dédié à l'adaptation. Là on a vu dans la présentation précédente surtout ce qui était relatif au premier. Donc, un réchauffement mondial qui est déjà en cours et qui atteindra, on en est certain, au moins 1,5 dès le début de la décennie 2030 en raison de l'inertie du système climatique. Et quelque chose qui est important, qui n'est pas que dans le rapport du GIEC, là, c'est que dans le cadre d'un scénario médian, donc ça c'est les mots de Christophe Cassou, donc on atteindrait un réchauffement global de 3 degrés en 2100, et donc il correspond, vous avez peut-être déjà entendu ce chiffre-là, de plus 4 degrés en 2100, c'est la TRAC, la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, qui va être un peu la pierre angulaire du 3e plan national d'adaptation au changement climatique. Donc en fait, il y a une demande, il y a une volonté qui nous a été transmise par le ministère, que l'ensemble des actions d'aménagement, l'ensemble des investissements qui pourront être faits en France, et pas que dans le domaine de l'eau, tiennent compte de ce scénario-là, de cette track. Et donc, ça se supplée quelque part au RCP qu'on a vu jusque-là. Donc voilà, il y a cette volonté. On va voir quand ce plan va sortir ce qu'il en sera vraiment. Mais il faut savoir que nous, par exemple, dans la gestion de l'eau, il y a des indicateurs qui devront correspondre à par exemple, le nombre de schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui ont pris en compte cette track. Il y a un petit graphe ici qui a été réalisé par Christophe Cassou, donc, qui est climatologue, qui nous permet un peu de situer ce que ça veut dire ce niveau de réchauffement à l'horizon 2100 par rapport à des événements connus. Donc il y a 2003 qui est représenté par une étoile, et 2022 par un cercle. Et donc vous pouvez voir un peu à quoi on devrait s'attendre par rapport à 2050. Donc si on reporte cette étoile et ce cercle au jalon 2050 et au niveau d'adaptation France qui correspond à un moment un peu plus tard, puis en 2100. Et donc vous voyez que par rapport à 2100, en été 2022, c'est plutôt un été froid en fait, par rapport à ce que seront les moyennes à cette époque-là. Ça veut dire deux choses. Qu'il va falloir s'adapter à ce que seront ces étés moyens, mais aussi à ce que seront des étés extrêmes à ces périodes, à ces temporalités-là. Par ailleurs, donc, là, vous retrouvez les 4 risques majeurs signalés dans le rapport du GIEC. Alors, c'est région Europe, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Union européenne. Nous, ça nous a particulièrement interpellés parce que ces 4 risques, on le voit très bien, ils sont fortement liés à l'eau. Les pics de chaleur, donc la nécessité de se rafraîchir, avec donc des pics de chaleur identifiés à plus 50 degrés, donc à plus 3 degrés de réchauffement global. Pardon, je ne l'ai pas précisé là dans la slide. Donc à l'horizon 2100, des pertes agricoles conséquentes également, avec quelque chose qui a été identifié dans le rapport du GIEC, qui est des limites d'adaptation. C'est-à-dire que les solutions d'adaptation qu'on peut concevoir aujourd'hui vont être insuffisantes par rapport au niveau de réchauffement. C'est-à-dire que le GIEC fait aussi des prospectives sur les évolutions technologiques, etc., qu'on pourrait connaître à l'avenir. Et il se trouve que
pour l'agriculture, il y aura de grandes difficultés du fait que les solutions qu'on a actuellement seront insuffisantes pour éviter des pertes et des dommages importants. Des pénuries d'eau également, et puis des événements extrêmes qui sont identifiés avec ces inondations et crues qui seront plus conséquentes, plus fortes, etc. Et quelque chose de très très important également pour nous, c'est que les sécheresses pluriannuelles deviendront beaucoup plus longues, avec énormément de difficultés, par exemple pour remplir les réserves, pour la recharge, et puis également pour les écosystèmes à encaisser des sécheresses aussi longues que ça. Voilà, donc, puis sinon des choses qui ont déjà été dites. Et un autre élément qui est important de retenir, c'est que l'adaptation a progressé. Et sur notre territoire, je vous ai dit là, déjà ce qu'on a pu voir par rapport à ce que fait l'Agence de l'eau, mais il y a une adaptation qui est en cours, malheureusement, qui ne progresse pas aussi vite que les effets du changement climatique. Donc il va falloir accélérer fortement l'adaptation au changement climatique, surtout dans la décennie à venir. C'est ce que nous dit aussi ce second rapport du GIEC. Pour tenir compte de l'inertie des sociétés, il va falloir engager tout de suite une bonne trajectoire d'adaptation et pas attendre d'être au pied du mur avec des crises dont on sait qu'elles sont coûteuses à chaque fois et pas toujours de très bonnes conseillères. Petit point aussi, je ne l'ai pas signalé ici, mais quelque chose d'important qu'on a dans ce second rapport du GIEC, c'est que pour une fois, les sciences humaines et sociales sont assez bien représentées. Et donc on a des connaissances qui sont beaucoup plus importantes sur ce que sont les barrières et les leviers à l'adaptation. Donc il y a des choses importantes, vous pourrez retrouver dans le... Je fais un peu de pub du coup dans la mise à jour des connaissances scientifiques. Il y a une partie qui est dédiée à les freins et barrières à l'adaptation dans le cadre de la gestion de l'eau. Et donc on a une meilleure connaissance aussi de ce qui empêche de passer à l'action. Je vous ai dit, on a 118 mesures, on connaît à peu près les solutions. En lisant le rapport, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de nouvelles solutions, mais par contre on a des difficultés à les mettre en œuvre. Voilà. Maintenant, un petit topo sur les impacts déjà observés sur le bassin. Là, c'est une étude qui avait été commandée du coup, à INRAE, afin de savoir si on observait déjà sur le bassin des effets du changement climatique. Et cette étude, en fait, elle a été faite en prenant des stations de débit qu'on considère peu ou pas influencées. Donc, à la fois peu d'usage et puis peu de soutien d'étiage, enfin pas surtout. Et puis, ce bilan, alors je m'en excuse, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est en gros ce qui a été observé, c'est qu'au cours de cette période 1968-2020, on observe en moyenne sur le bassin, sur ces stations, une perte d'1% de débit chaque année. Donc un effet conséquent, imputable au changement climatique. Évidemment, il y a des variations territoriales importantes. Maintenant, un schéma qui, là, repose sur un travail antérieur qui date un petit peu, ça date de 2014, et qui avait exploité les données, on a parlé d'Explore 2, c'est Explore 2070, donc qui n'est pas tout à fait sur la même période de référence, qui est sur une période qui est de 1961-1990 et par rapport à 2050, auquel avaient été ajoutés des scénarios prospectifs sur l'évolution des usages et l'évolution des écosystèmes également. Donc ce qu'on observe, juste pour vous dire les résultats principaux, c'est qu'aujourd'hui, sur notre bassin versant, si on veut tenir les débits objectifs d'étiage, donc qui ont été cités, donc qui sont le débit qui permet à la fois d'avoir des usages et puis des bons fonctionnements écosystémiques, eh bien, on est généralement aujourd'hui avec un déficit de l'ordre de 200 à 250 millions de mètres cubes. Donc déjà des difficultés de gestion qu'on connaît. Et dans l'idée qu'on maintienne ces usages en 2050 et qu'on maintienne aussi les besoins pour les écosystèmes en 2050, on arriverait plutôt à un déficit de l'ordre de 1,2 milliard, ce qui correspond en gros à la consommation sur le bassin versant. Donc voilà, ça donne une idée un peu de l'échelle et des difficultés qu'on pourra être amené à connaître. Sachant, je vous donne un peu en avant-première un résultat, mais il y a France Stratégie qui est en train de travailler sur un rapport sur les déséquilibres en eau à l'horizon 2050. Il est bien possible qu'on ait été conservateur par rapport à ce que seront vraiment les déficits. Et donc, c'est un rapport qui sortira à la fin de l'année. Vous pourrez voir, comme nous, les déficits qui sont envisagés par eux. Maintenant, donc, toujours sur ces résultats qui datent de Explore 2070, on n'a pas encore intégré complètement les résultats d'Explore 2. Vous avez un peu la chaîne là, de conséquences qu'on connaîtra. Donc, qu'on a l'habitude maintenant de signaler sous une idée de méditerranéisation du climat. Je vous invite à aller consulter un article qui est sorti sur The Conversation, donc un article de vulgarisation qui présente,
ça m'a coupé du coup. Ça, c'est bon. Qui présente l'évolution du climat sur la France. Et donc, c'est vraiment ce sud-ouest de la France qui va se méditerranéiser, qui va complètement changer de climat. C'est assez stupéfiant à voir. Et qui correspond en fait à tous ces effets. Et également une grosse difficulté là, qui est signalée, c'est ce manteau neigeux qui disparaît, c'est notre château d'eau naturel aussi qui disparaît et qui va du coup avoir de grosses conséquences et de grosses conséquences sur la gestion de l'eau. Et puis juste en ouverture, vous signalez ici, mais ça a été dit et mieux, sur l'horizon de 2100 que je cite ici, puisque c'est l'étude Explore 2 là, dont on commence à exploiter les données. Donc le rapport il est disponible sur le site de l'INRAE si ça vous intéresse, le rapport synthétique, et qui présente tout un tas de résultats sur l'évolution hydrologique à l'horizon 2100. Bon, on a un bassin versant qui ça a été dit, hein, qui est très très impacté. Je passe pour vous dire comment on souhaite exploiter ces résultats-là. On va travailler donc avec Éric Soquet et son équipe, donc Éric Soquet, le pilote du projet Explore 2, afin d'intégrer tous ces résultats-là avec la TRAC. Donc, c'est-à-dire que là, on a vu avec les RCP, mais donc il y a un travail qui va être fait Explore 2 TRAC, donc qui nous permettra d'avoir les informations telles que précisées par le PNAC, et également quelque chose qu'on va mettre à disposition, en plus de ces résultats-là sur le bassin versant, c'est des cartes de vulnérabilité, hein, c'est-à-dire qu'on va faire à l'échelle donc des bassins versants de gestion des cartes présentant l'intensité des risques, quelque part, pour tout un tas d'enjeux, en fonction de deux facteurs, donc l'exposition au changement climatique, donc l'intensité des effets du changement climatique pour chacun des enjeux cités, mais également la sensibilité, c'est-à-dire quel est l'état actuel, par exemple, des pressions sur la biodiversité des zones humides, et donc ce qui nous permet d'identifier les endroits du territoire qui sont des hotspots où il faut intervenir plus particulièrement, et puis pour les gestionnaires locaux aussi de savoir sur leur territoire quels sont les enjeux où la vulnérabilité est plus élevée, peut-être aussi prioriser les actions à mener. Et voilà, c'est terminé. Merci pour ta présentation. J'ai une question de fond qui me perturbe un peu. Je comprends bien que tu présentes les études type Explore que vous pilotez, que vous mandatez, mais il y a des projets dans lesquels l'Agence de l'eau est impliquée comme partenaire, comme Aguamode, dans lesquels on a déjà testé plein d'options d'anticipation à l'échelle des territoires, en discutant avec tous les acteurs du territoire pour essayer d'adapter l'agriculture, les modes de gestion de l'eau, dans une optique de services écosystémiques, comme tu as dit. Et ça me surprend que ce type de choses ne sont pas prises en compte. Elles sont disponibles, il y a même tout online encore, hein. Il y a toutes les données avec tous les scénarios, toutes les modélisations qui ont été faites par nous, pas par l'INRAE, par les CNRS, dans lesquelles on fait des choses qui sont équivalentes et que malheureusement, je ne sais pas pour quelles raisons, ne sont pas intégrées dans toutes les choses qui sont faites par les agences de l'eau. Alors là, j'ai parlé de l'intégration d'Explore 2. Il y a une raison particulière. C'est une des mesures du plan eau et il y a une exigence auprès des agences à l'utiliser, ce travail-là. Donc il y a un premier élément de réponse qui est là. Le second, c'est que dans la mise à jour des connaissances scientifiques, on a listé un certain nombre de travaux qui ont été réalisés sur le bassin et donc qui les prennent en compte. On ne s'interdit pas, dans le travail qui va être mené, de collaboration également avec vous pour voir comment on peut améliorer les résultats d'Explore 2 ou comment on peut avoir des connaissances plus approfondies. Ce n'est pas exclusif aujourd'hui. Il y a effectivement une demande ministérielle à utiliser Explore 2. Mais on a de la marge de manœuvre quand même et on pourra envisager des suites et puis des collaborations. Ce n'est pas du tout un problème. S'il vous plaît. Vous avez parlé, donc vous avez des données jusqu'à 2020. L'année 2022 a quand même été une année exceptionnelle. Comment, dans la prospective, on va dire Explore 2, cette année, elle devient quoi ? Encore une année exceptionnelle jusqu'à quelle période et quand elle va devenir une année finalement plutôt 5 années sur 10 ou comment cette année-là vous pouvez nous la positionner dans le futur en fait comme exemple et référence ?
Alors, d'un point de vue hydrologie, là, on n'a pas encore le travail. C'est une question qu'on peut poser, en fait, pour avoir cette réponse-là. Là, on l'a uniquement avec le graphe que je l'ai cité, là, sur les évolutions de température en été. Notre ambition, c'est aussi qu'on puisse mieux communiquer sur les effets du changement climatique. Et effectivement, on veut se servir de cette année Explore 2 et la situer dans une frise chronologique, quelque part où elle se situera. Le travail n'a pas encore été fait. Mais c'est bien que vous abordiez ce sujet-là, parce que aujourd'hui, ce dont on se rend bien compte, c'est qu'on a un public la population française, il y a des résultats de l'ADEME là-dessus, il y a 87% des Français qui estiment que des adaptations seront nécessaires dans les territoires. Des adaptations importantes. Donc il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Mais en revanche, ce qui manque, c'est vraiment de montrer à quoi ressemblera 2050 dans le vécu des gens, en fait. Et donc là, c'est notre vocation aussi, c'est de mieux travailler sur cette médiation des connaissances avec du vécu, en fait, avec par exemple les paysages du futur ou des immersions peut-être dans ce 2050. Et on va utiliser l'année 2022 comme référence pour tous ces discours-là. Mais c'est à construire encore. Voilà. Oui, merci. Allô ? Vous m'entendez ? Ah oui. Merci Vincent pour ta présentation. J'irai voir le rapport là, avec les mesures. Là, je suis contente qu'il y ait quelque chose qui va sortir à ce niveau-là. Moi, j'ai une remarque plutôt de discussion qu'on pourra ouvrir dans les débats sur la vulnérabilité. Parce qu'en fait, on va faire des cartographies, si j'ai bien compris, sur les zones vulnérables, etc. Donc, c'est des zones géographiques bien identifiées. Et là, je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà ? Parce que, par exemple, une des sorties de Piragua, c'est essayer de sanctuariser aussi des zones qui ne sont pas forcément vulnérables, mais qui sont des sources importantes d'apport d'eau pour l'aval. Donc ça veut dire que tu vas identifier à un moment donné à l'aval une zone de vulnérabilité, mais en fait cette zone, elle va être directement connectée à une zone qui n'est pas vulnérable du tout, mais qu'il faut sanctuariser, tu vois, pour justement qu'elle ne devienne pas, pour après qu'il n'y ait pas un impact vers l'aval. Je ne sais pas si ça, vous l'intégrez dans la démarche, en fait. Bon, c'est une remarque que nous a un peu fait le CS déjà. Et donc, à date, là, non. Alors, on va y travailler. Le travail commence et là aussi, on va le faire évoluer. Il y a une méthode, en fait, un peu classique qui existe depuis une dizaine d'années, qui a été utilisée par les agences sur la vulnérabilité. C'est le schéma que j'ai présenté là. Et qui exclut aussi, par exemple, la capacité d'adaptation. On n'est que sur exposition sensibilité. Donc ça, on ne l'a pas, mais il faut qu'on y réfléchisse aussi avec notre conseil scientifique, en fait, sur la meilleure manière de tenir compte de ces aspects-là. Peut-être que ça veut dire qu'on doit signaler qu'on a ces cartes de vulnérabilité qui sont disponibles et qui peuvent être exploitées à des échelles territoriales plus fines, mais qu'il est nécessaire de vérifier ces éléments-là, en fait, un diagnostic du territoire plus important. C'est de l'aide à la décision, les cartes de la vulnérabilité, mais évidemment, ça ne couvre pas tous les enjeux, ça ne dit pas tout. Enfin, aussi simplement qu'il n'y a pas les capacités de gouvernance du territoire, même les moyens financiers du territoire n'y apparaissent pas. C'est un enjeu essentiel si on veut parler d'adaptation. Donc, voilà, on va peut-être faire en sorte de montrer ces cartes de vulnérabilité, dire leurs limites, avec notamment ce que tu as évoqué, et puis l'entourer d'un guide en fait, qui permettra de les utiliser à bon escient. Voilà. Je pense que c'est un peu ça, mais je crois que ça va être très difficile d'un point de vue technique de nettement les améliorer, ces cartes de vulnérabilité, pour aboutir à quelque chose d'aussi fin que ce que tu dis. Okay. On va peut-être en rester là, même si on est pratiquement dans le débat des services rendus par les systèmes naturels et de régulation qu'ils peuvent avoir d'un point de vue hydrologique. Je propose qu'on passe, sauf s'il y a une dernière question, mais alors rapide. C'est bon ? Non, mais rapidement. On y a en partie répondu, mais je voulais savoir, du coup, avaient été évoquées des potentielles solutions mises en place, justement, et savoir, comme exemple, un peu, même si c'est que le début, qu'est-ce qui serait potentiellement à l'avenir ou qu'est-ce qui actuellement a été lancé, mis en place pour... Là, aujourd'hui, l'agence, par exemple, va promouvoir énormément les solutions fondées sur la nature et l'agroécologie. Je crois que c'est deux gros leviers conséquents, en fait. Et donc, c'est l'accompagnement via ces aides. Et il y a aussi, si vous avez vu le plan haut, il y avait cette idée de 10% de sobriété. Voilà, l'agence va accompagner ça. Donc, c'est-à-dire de faire en sorte que...
dans les collectivités, il y a des efforts conséquents menés, par exemple sur les fuites, mais également sur les usages de l'eau, en fait, donc de usages plus économes de la part des particuliers. Donc voilà un peu les mesures concrètes ou des actions, mais il y a également des actions sur la gouvernance. Ça va avoir une meilleure gouvernance de l'eau, c'est aussi s'assurer d'une meilleure gestion. Et donc je vais terminer juste là-dessus, mais il y a quand même un enjeu. Quand je vous ai parlé des freins à l'adaptation, il y en a un qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des intérêts constitués sur notre bassin avec des ambitions peut-être différentes sur l'usage de l'eau aussi. Bon, il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts pour les écosystèmes, il y a des intérêts pour... Donc, il y a des solutions à trouver qui ne vont pas plaire à tout le monde, qui vont générer des externalités, qui vont peut-être pas faire être que du gagnant-gagnant. Et donc, il y a des enjeux là à trouver les meilleures solutions et éventuellement les compensations s'il y a des acteurs qui sont lésés par les solutions d'adaptation qu'on peut mettre en place.